Ici Jean-Philippe Trottier, je vous souhaite la bienvenue au Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Parlons un petit peu histoire. Vous savez que pouvoir, identité, langage, symbole, tout ça, ce sont des mots qui n'ont en apparence aucun lien entre eux. Sauf que si l'on comprend que celui qui assume son langage assume par la même occasion ses symboles, son identité et en bout de ligne son pouvoir, on saisit à quel point la souveraineté du discours sur soi est vitale. Sur soi et sur le groupe auquel on appartient forcément. Ce groupe porte en tout premier lieu sur l'histoire qui nous porte, nous projette et nous rend visibles à nous-mêmes et à autrui. La question dans un Québec qui se cherche est d'une importance capitale et, de ce fait, problématique. Car, comme le dit l'historien Éric Bédard, ce Québec est depuis longtemps confronté à la possibilité de sa disparition. Il est en studio en compagnie de mon chroniqueur Mathieu Bock-Côté. Messieurs, bonjour. 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 Éric Bédard, vous êtes historien et professeur à la Télé-Université. Vous êtes l'auteur de l'Histoire du Québec pour les nuls aux éditions First, on dit? First? First? Ça, c'est les Français. First. Paru en 2012 et de Recours aux sources, essai sur notre rapport au passé à Boreal. Ah ouais, à peu près. Boreal, oui. 2011. Boreal, dont on célébrait cette semaine le 50e anniversaire. Ben, bon anniversaire, Boreal. Mathieu Bock-Côté, vous êtes sociologue et chroniqueur à plusieurs émissions, dont la mienne. Vous êtes l'auteur de au moins 2 livres, je dis 2 titres donc, La dénationalisation tranquille, paru chez Boreal en 2007, et Fin de cycle, il n'y a pas longtemps, chez également Boreal en 2012. Vous avez tous les deux, vous êtes entretenus et le texte est sorti il y a déjà à peu près 2 mois sur votre blog du Journal de Montréal, Enseignement de l'histoire. Où est le problème? On semble patauger, on semble ambigu au Québec face à notre histoire, à son enseignement? Oui. Alors, oui, j'ai envie de dire par où on commence. C'est-à-dire que il y a eu une réforme de l'enseignement de l'histoire en 2006, oui. Qui avait été... on peut dire unanimement rejeté, critiqué. Pourquoi? Il y aurait beaucoup de raisons. C'était le programme, je le rappelle, de secondaire 3 et secondaire 4. Le programme était très critiqué pour plusieurs raisons. Des raisons d'abord de structure de programme. La secondaire 3 est chronologique, secondaire 4 est thématique et il y a beaucoup de redondances. Et de recoupement, j'imagine. En secondaire oui, 4, on répétait. Voilà, et c'était très critiqué par les enseignants, par les élèves. Il y a des élèves qui ont même écrit à la ministre pour se plaindre. Et c'est dommage parce qu'on perdait le sens du récit. Vous savez, ce qui est la force de l'histoire, c'est le récit, la causalité, un événement qui en amène un autre, qui en amène un autre. Oui. Et on voit défiler l'histoire, et là, on coupait ça en 2 et on se retrouvait presque avec un cours de sciences politiques en secondaire 4. J'ai rien contre, mais c'était peut-être pas... Les élèves étaient peut-être pas prêts. Mais ce qui était surtout l'objet de la critique, c'était les contenus, le contenu du programme. Et c'est là-dessus, je pense que surtout, je me suis attardé avec Mathieu Bock-Côté sur son blog. C'est-à-dire que le programme qui nous était proposé et qui avait été très critiqué, c'était au fond l'histoire de l'Occident au Québec plutôt que l'histoire du Québec. C'est-à-dire qu'on voulait insérer le Québec dans l'Occident, il n'y a rien de mauvais à ça. Absolument rien de mauvais à ça, sauf que si vous résumez l'histoire du Québec à la quête pour les libertés individuelles, la reconnaissance des anciens, des exclus, et au grand processus de révolution industrielle, si vous résumez l'aventure historique québécoise à ça, ben vous ne faites pas l'histoire du Québec, vous faites l'histoire de l'Occident, et c'est très important pour comprendre. Il manquait, si je comprends bien, Éric Bédard, le goût du Québec, enfin la spécificité québécoise. Ben, c'est ce qui me semblait évident. En effet, on n'en avait que pour les 2 grandes révolutions de l'ère moderne, la révolution démocratique, les droits de la personne, et la révolution industrielle, avec toutes ses conséquences, urbanisation, développement du syndicalisme, développement de l'État-providence, et de l'autre côté, charte, promotion des droits individuels, etc. Et donc, on n'en avait que pour ces 2 grandes révolutions modernes dans le programme. Et ce qui est bien évidemment, on ne peut pas faire l'histoire du Québec sans parler de ça, mais on oblitérait ou on mettait de côté la dimension, le pathos, la dimension proprement québécoise, qui est quoi? Qui est une société française, une société francophone ou française qui a lutté pour exister, pour survivre, pour s'affirmer. Et toute cette dimension-là, peut-être parce qu'on craignait, on pourrait y revenir, peut-être par mauvaise conscience, peut-être parce que c'est très chargé. C'est très chargé. On a voulu un peu l'exclure, oui. Mathieu Bock-Côté, ces propos d'Éric Bédard semblent aller dans la droite ligne de tout ce que vous racontez dans les chroniques ici.
Oui, ben, il y a quelque chose d'assez singulier dans le rapport à l'histoire aujourd'hui. C'est qu'on considère que l'histoire du Québec, pour être valable intellectuellement, doit s'universaliser radicalement. C'est-à-dire qu'on ne doit retenir de l'histoire du Québec que ce qui est immédiatement compréhensible dans un langage équivalent pour d'autres peuples, pour d'autres nations, pour d'autres sociétés. Et donc, on tombe dans la généralisation, alors. Ben, c'est-à-dire qu'on refuse l'idée qu'il y ait ici... D'abord, je dirais, on évacue peu à peu la figure du peuple et de la nation pour la remplacer par celle de la société. C'est-à-dire, la société, c'est un assemblage d'individus sur un territoire administratif qui a des mécanismes de reproduction sociale et tout ça, alors que l'idée de peuple, l'idée de nation est quelque chose de plus vivante. Oui. C'est-à-dire, c'est une communauté d'histoire, de culture, qui porte une identité, qui porte une singularité historique tout à fait singulière. Or, ce qui disparaît peu à peu dans l'enseignement de l'histoire au Québec, c'est la figure du peuple québécois, tout simplement. Et là, on peut évoquer quelques raisons. L'une d'entre elles, je crois, c'est au nom de cette vision très inclusiviste contemporaine. Ce qu'on cherche à faire, c'est décentrer toujours le récit national de la majorité historique francophone qui l'a porté. Oui. Donc, on veut décentrer ce récit de la majorité historique francophone et on doit, à partir de là, tricoter un récit aseptisé qui plaira à tous, mais on est véritablement ici dans la logique du nivellement par le bas, c'est-à-dire que pour plaire à tous, il doit dire le moins possible. Pour que tous puissent se l'approprier, il doit sacrifier souvent l'expérience historique de cette majorité historique francophone. Je vous pose la question à vous deux, Éric Bédard et Mathieu Bock-Côté. Est-ce que c'est un phénomène proprement québécois d'édulcoration, de castration presque de la notion de peuple et de nation, ou c'est quelque chose qui traverse tout l'Occident? Oh, c'est tout l'Occident, c'est absolument tout l'Occident. Ces débats-là, on les retrouve aux États-Unis, on les retrouve en Israël, on les trouve en France. Même en Israël. Ah bien oui, avec la controverse du post-sionisme. Et comment? On les retrouve partout parce que, exactement, c'est-à-dire un récit avec une certaine unité, hein, le destin d'un peuple à travers le temps et au fond qui est lié aussi à la mémoire collective. Il faut distinguer le travail proprement historiographique, le travail de quête de vérité des historiens de la mémoire collective. Et disons qu'au cours des dernières décennies, on pourra en parler longtemps, là, c'est peut-être un sujet qui va nous éloigner, mais au cours des dernières décennies, les historiens se sont perçus comme ils ont perçu leur discipline comme une machine de guerre contre la mémoire, vous voyez, contre la mémoire collective dont on hérite sans effort. Là. On hérite de ça dans sa famille. Est-ce que les historiens deviendraient davantage sociologues? Oui, vous êtes sociologue, Mathieu. Ça, c'est sûr. Certains l'ont suggéré. Oui. J'aimerais citer inversement un sociologue qui demandait aux historiens d'être des historiens, c'est Fernand Dumont, qui dans... il y a deux choses intéressantes à dire pour Dumont de ce point de vue. Premièrement, il appelle ça une méthode de la pertinence et une méthode de la vérité. Il dit évidemment, le critère de vérité est partout valable en toutes circonstances, mais quelquefois, il y a des questions plus pertinentes que d'autres pour une collectivité. Plus pertinentes parce qu'elles permettent d'atteindre le fond de son expérience historique. Et Dumont nous dit de ce point de vue, je crois que ça ressort de son œuvre, il nous dit... Comment se fait-il que cette petite société francophone avec un destin original ait pu se maintenir ici pendant quelques siècles? C'est quand même une question fondamentale qu'il faut poser pour le Québec. Et il nous dit une deuxième chose, il nous invite, ça c'est dans le sort de la culture, à placer la mémoire à l'origine de la méthode. Autrement dit, l'historien ne doit pas se concevoir exclusivement comme un déconstructeur de grands mythes, comme le déconstructeur des évidences partagées. Le travail de l'historien ne doit pas reposer sur, appelons ça, une herméneutique du soupçon. Une méthode... Simplifions un peu, herméneutique du soupçon. Une interprétation des événements et des choses fondée sur l'idée que tout est faux jusqu'à ce qu'ils s'en mêlent. Alors, les historiens, ça, c'est bien dit. Les grands historiens dans l'histoire ne sont pas des gens qui mettent de côté l'exigence de vérité d'aucune manière. Personne ne leur demande d'être des conteurs dans la pure fabulation d'un récit fantasmé. Ce qui leur est demandé, souvent, cela dit, c'est de faire sens d'une expérience collective à partir du travail des archives, à partir d'une réflexion sur les faits, faire sens de cette histoire. Et les grands historiens sont justement ceux qui, par le travail de synthèse, font sens d'un parcours historique. On va prendre l'exemple du livre qui a défrayé les manchettes dernièrement, le livre de Frédéric Bastien. Oui. Bon, alors voilà un historien qui part d'un événement qui a marqué notre mémoire collective, le rapatriement constitutionnel de 1981-82, puis qui non seulement a marqué notre mémoire collective, mais qui a des effets, ce rapatriement, cette charte des droits et des libertés qui est enchâssée dans la Constitution canadienne, signée sans le Québec, qui a des effets, je dirais presque quotidiens. On en parle constamment. Tout à fait. Donc,
cette mémoire héritée, il est parti de cet événement-là. Il ne questionne pas la pertinence du sujet. Il prend pour acquis que c'est un sujet pertinent et il consacre 8 ans de recherche à ce sujet-là. Pourquoi? Pour nous raconter qu'on a eu la nuit d'un couteau et que c'est donc terrible? Non. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, si je vous comprends bien tous les deux, Éric Bédard et Mathieu Bock-Côté, ma façon d'agir, moi, ici, la vôtre, celle de tout le monde, s'explique par des événements du passé. Notre agir n'est pas juste déraciné de n'importe quoi, c'est pas juste ma spontanéité. Nous expliquons en fonction d'événements qui nous informent. Oui, mais je dirais une chose qui me marque beaucoup ces temps-ci, c'est, vous savez, les sciences sociales qui exercent une véritable hégémonie intellectuelle dans l'université, hélas, bien souvent, ont mis de l'avant depuis une trentaine d'années le paradigme de la déconstruction, ou l'épistémologie constructiviste. En gros, ce que ça veut dire, tout est un construit social artificiel, et nous devons nous libérer des mythes de l'histoire, de la pesanteur de l'histoire. Nous devons finalement regarder les faits sociaux comme de pure construction artificielle. Ça rappelle la théorie des genres, curieusement. Oui, la théorie des nature, culture et tout ça. La théorie des genres s'inscrit là-dedans. Les cultural studies. Oui, les cultural studies. Mais je note une chose, c'est que l'épistémologie constructiviste, là, je reprends la formule après l'avoir définie, est d'une faiblesse intellectuelle terrifiante pour peu qu'on se rappelle, je dirais, qu'on a un regard qui a une certaine profondeur historique. Mais cette faiblesse est dictatoriale quand même. Hein? Oui, bien sûr, mais ça empêche de comprendre le réel. Et si on décide de réhabiliter, appelons ça une lecture historique des événements, regardons par exemple, je développe un peu là-dessus, en Europe en ce moment, les pays sont finalement pris avec certains problèmes éternels qui leur reviennent chaque fois, qui sont inscrits dans leur histoire. L'Italie porte toujours le problème d'un pays inachevé politiquement, qui s'unifie politiquement au niveau de la mafia davantage qu'au niveau du politique. L'Italie et l'Allemagne aussi. La France est toujours pris avec le problème du centralisme exagéré de la France qui est repéré depuis longtemps. L'Allemagne qui est prise dans une position géographique et géopolitique qui l'amène toujours à avoir une vocation impériale d'une manière ou de l'autre, même si elle n'est pas toujours sanguinaire. La Russie, malgré l'expérience du communisme, réhabilite une expérience du pouvoir qui n'est pas sans lien avec le tsarisme. Il n'y a que le Vatican qui fonctionne bien, c'est ça? Mais tout ça pour dire que l'histoire continue de peser sur nous. Lorsque le travail des historiens n'est pas au rendez-vous, on ne comprend tout simplement plus ce poids de l'histoire sur nous et on a l'impression alors d'être devant l'absurde. Alors, arrivons-en à la réforme du Parti québécois en 2011, je pense. Enfin, il y avait un document qui est sorti... dans leur programme, dans le programme du Parti québécois, il est dit qu'un gouvernement du Parti québécois renforcerait l'histoire, et je le cite, l'histoire nationale à tous les échelons du système scolaire, du primaire jusqu'à l'université. Et ça passerait notamment par un recentrement du programme au secondaire. Donc la méthode et le contenu changent. Oui. Alors c'est ce qui était annoncé dans le programme. Et donc la ministre a annoncé ses couleurs. La ministre Marie Malavoie, le ministre Pierre Duchesne aussi veut instaurer un cours d'histoire au collégial. Dans certaines filières, en tout cas le rendre obligatoire. Et pour ce qui est du secondaire, là, c'est la méthode, c'est le mode de fonctionnement qui a chopé là pour l'instant, mais c'est en discussion. Alors, pourquoi on en a parlé à l'époque il y a quelques semaines avec Mathieu, c'est que il y avait un comité ministériel qui avait été mis en place et sur lequel comité il y avait des gens qui étaient à l'origine de la réforme de 2006. Donc, c'était un peu absurde. Les mêmes. Oui, à peu près. Donc là, j'ai signalé, moi et d'autres, on a signalé le problème à la ministre, on leur a dit, écoutez, si vous allez dans cette direction-là, on perd notre temps. On fait de l'occupationnel pour pelleter en avant, mais ça va donner aucun résultat. Et donc, ils ont décidé de reculer. La ministre a décidé de reculer. Et là, tout indique qu'elle va nommer une personne qui va lui faire rapport sur quel serait le meilleur chemin pour renforcer... Alors, les enjeux, c'est l'enjeu de la structure du programme. Oui. Donc, revenir à une structure vraiment chronologique de secondaire 3 et secondaire 4. Ensuite, dissocier l'éducation à la citoyenneté de l'histoire proprement dite, comme discipline. Ça aussi, c'est matière à débat parce que l'éducation à la citoyenneté, c'est un peu du prêchi-prêcha. Pourquoi l'histoire servirait uniquement à faire... Elle en fait un peu, mais le français en fait aussi, la biologie en fait aussi à sa façon. Ouais. Toutes les matières nous enseignent à être de bons citoyens. Pourquoi ce serait plus l'histoire? Encore une fois, on revient... Le mot citoyen est le mot à la mode. On est citoyen du monde. Comme la gouvernance. Mais on dirait que le mot citoyen, d'abord, il se réfère à citer, mais le mot citer n'a plus aucun goût. Oui. Et je pense, je vous écoute tous les deux, Mathieu Bock-Côté et Éric Bédard. Le mot qui manque ce que vous condamnez et ce que vous contestez, c'est que ce qu'on enseigne n'a pas de goût et n'élève pas.
J'ai l'impression que on est dans le neutre, on est dans l'objectif entre guillemets, mais l'être humain a besoin de beaucoup plus que ça pour se projeter. Votre mot n'élève pas, c'est-à-dire la verticalité n'est pas là. Et ça, c'est une chose que j'aime dire, c'est que l'homme, pour s'élever, doit regarder en haut de lui. Autrement dit, l'admiration est une condition d'élévation. Bon, il faut être capable de regarder quelque chose qui nous inspire. Le rapport à l'histoire, c'est le suivant. Le rapport à l'histoire nous dit, je reprends ici la formule de Finkielkraut, qui la reprenait de Hannah Arendt, nous naissons dans un monde qui nous précède et qui nous survivra. Autrement dit, pour être bon citoyen, d'ailleurs, je dirais même pour s'émanciper ou s'épanouir comme individu, encore faut-il savoir dans quelle communauté politique nous apparaissons. Et Hannah Arendt citait elle-même Karen Blixen, qui disait « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Je crois que c'était plutôt René Char, ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, vous avez raison. René Char dans les feuillets hypnose. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que pour comprendre... Pour que le premier nouvel arrivant qui soit dans une cité, c'est pas l'immigrant, c'est l'enfant. C'est-à-dire l'enfant qui arrive dans une communauté politique, pour qu'il comprenne les débats dans lesquels il se retrouve, pour que tous ces débats n'aient pas l'air absurdes pour lui, pour que la question constitutionnelle, par exemple, aujourd'hui, que la question linguistique, que la question du droit des femmes, et toutes ces questions n'aient pas l'air absurdes, eh bien, il doit justement être introduit historiquement aux grandes controverses qui ont modelé sa cité. Et aux grands personnages, surtout. Aux grands événements, aux grands personnages, aux grandes période de l'histoire, et si on met de côté cette éducation historique, d'un coup, on en vient à consentir une vision strictement gestionnaire du politique. C'est la gestion des problèmes sociaux au quotidien, mais il n'y a plus de dimension existentielle parce qu'il n'y a plus d'éducation historique. Je pourrais vous accuser de parler comme de grands romantiques attardés. Mais oui, moi je pourrais même assumer sans complexe. Je dirais que c'est une conception humaniste de l'histoire que moi je défends, mais je pense que c'est celle à laquelle spontanément beaucoup de gens adhèrent si on prend la peine de leur poser la question et de creuser. Qu'est-ce que c'est une conception humaniste? Vous savez, dans la vieille tradition humaniste à laquelle je crois que vous êtes bien attachés, il y avait la vieille tradition humaniste, je m'explique, c'est-à-dire les disciplines d'élection étaient la philosophie, la littérature, il y avait l'histoire. Pourquoi? Parce que c'était l'être humain dans sa permanence qui était mise en scène. On étudiait, donc ces trois disciplines-là étaient importantes parce que ce que ça disait, c'est qu'il existe une telle chose qu'une pâte humaine, qu'une nature humaine, avec ses passions, avec ses grandeurs et ses petitesses, et de l'étudier, ça nous aide à nous rendre, nous, plus humains, ça nous donne une certaine dose d'humilité, et ça nous donne aussi en même temps, ça nous fait prendre conscience de notre liberté d'agir pour le bien ou pour le mal. Donc cette conception humaniste de l'histoire se nourrissait de l'expérience des personnages du passé, des grandes passions du passé, alors qu'elle a été un peu balayée, cette conception-là, pour une conception, disons, très rigoureusement moderne, c'est-à-dire dégager dans l'histoire des lois pour mieux appréhender l'avenir. Bon, l'appréhender ou le contrôler? Le contrôler, l'appréhender, c'était les grands sociologues du 19e siècle, Marx, Comte, on veut dégager des grandes lois de l'histoire, et donc on s'intéresse au passé seulement dans la mesure où ça annonce le futur, mais le passé en tant que tel, comme expérience humaine, nous intéresse peu. Et certains disent que nous aurions terminé cette phase et que nous serions dans une phase post-moderne. Donc, comme il n'y a plus d'avenir, les grandes aspirations modernes se sont éclipsées, on ne s'intéresse au passé que pour annoncer notre présent, notre beau présent. Et nous terminons la première phase de cette table ronde, Éric Bédard, et après la petite pause publicitaire, on vous revient. Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Je vous rappelle que toute l'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'enseignement de l'histoire du Québec, au Québec, pardon. Mes deux invités sont Éric Bédard, historien et professeur à la Téléuniversité, et Mathieu Bocoté, sociologue, auteur également, chroniqueur un peu partout au Québec, pas encore sur la planète, mais ça viendra, et aussi au Midi Actualité avec votre humble serviteur. Je vois qu'il y a deux conceptions de l'histoire, messieurs, la conception davantage humaniste classique, que j'aime beaucoup du reste, et la conception moderne qui veut être neutre, qui aplatit un petit peu, mais le prix à payer pour ça, c'est qu'il n'y a pas d'idéal, on n'élève pas, on aplatit par le bas. Mais il y a aussi, je dirais une chose, j'ajouterais une chose, c'est que dans ce que vous appelez la conception moderne, je nuancerais un peu, je dirais, c'est une conception déterministe, finalement. C'est une conception qui abolit la liberté humaine, cherchant à repérer les grandes lois de l'histoire, et d'ailleurs, de ce point de vue, le marxisme et le libéralisme finissent par se rencontrer. Tout à fait. Cherchant à repérer les grandes lois de l'histoire,
l'action humaine est finalement relativisée, pour ne pas dire tournée en ridicule. Vous croyez, hommes et femmes, avoir une emprise sur votre destin, mais en vérité, ce sont les lois de l'économique ou encore les lois du les lois Vous n'êtes que des culturelles. acteurs passifs, en fait. Vous faites qu'obéir à certaines lois. C'est des marionnettes. On les regarde là, comme on regarde des fourmis. Là. Or, l'étude des grands Je suis hommes... assez près de penser ça, moi. Et l'étude, et ça je dirais l'étude de l'histoire, l'étude des grands événements, des grands personnages, l'étude de ces moments charnières où plusieurs destins étaient possibles, plusieurs avenues, ça nous rappelle l'importance de l'imprévu, de la contingence et de la liberté. La liberté surtout. Et à mes étudiants, souvent, qui me demandent de quelle manière, parce que bon, j'enseigne souvent en sociologie politique et tout ça d'une manière ou de l'autre, et qui me demandent comment commencer une bonne étude du politique, je dis toujours, lisez la biographie des grands hommes d'État et les mémoires des grands hommes d'État. Pourquoi? Parce qu'à travers l'étude des mémoires ou des biographies, à travers le destin d'un homme, vous voyez que l'histoire ne serait pas la même si cet homme n'avait pas été là à ce moment-là. Vous pensez à De Gaulle, forcément. Mais non? je pense aussi à Churchill, à Parisot, à Lévesque, à Bourassa, à Trudeau et à tant d'autres. L'étude des grands hommes, puis je ne veux pas réduire l'histoire à l'étude des grands hommes, qu'on me comprenne bien, mais l'étude des grands hommes et des grands événements qui, par ailleurs, permettent d'explorer les passions humaines dans leur richesse, ça permet de voir comment, parce que cet homme était là à un tel moment, avec une telle équipe, l'histoire a pris cette direction plutôt qu'une autre. La liberté humaine, autrement dit, est visible à travers ces études. Mais moi, j'avais beaucoup aimé le livre de François Châtelet, Naissance de l'histoire. Qui est François Châtelet? François Châtelet est un philosophe, spécialiste des anciens et spécialiste de Platon. Et il avait écrit justement Naissance de l'histoire et il montrait bien que l'histoire est née, c'est Hérodote, Thucydide, les premiers grands historiens grecs. Hésiode, non, aussi? Lui, peut-être que... Il est plus dans le mythe, en fait. Oui, mais justement, c'est qu'il distinguait les anciens. Enfin, il disait, à partir du moment où il y a histoire, il y a une prise de conscience de la liberté. Donc, les êtres humains savent que tout n'est pas déterminé dans ce cas-ci par les dieux. Ce ne sont pas que les dieux qui déterminent le cours de l'histoire. On pourrait dire, aujourd'hui, les dieux, ce sont les dieux de la modernité par la science. La science nous aurait permis de dégager les grandes lois de l'histoire. Ça a été la grande utopie qui a animé le monde moderne jusqu'à peut-être tout récemment. Or, d'une façon et d'une autre, à la fois chez Thucydide et à la fois chez les historiens humanistes plus classiques, Gibbon en Angleterre, mais François-Xavier Garneau au Canada français, c'est quoi? C'est d'examiner une société en marche et la possibilité qu'ont eu des personnages, les hasards qui ont fait que cette histoire a été celle-là plutôt qu'une autre. Et donc, on pourrait dire, oui, c'est déprimant tout ça, parce que si on étudie tout le temps l'histoire, puis on voit que l'histoire se répète, que les grandes périodes suivent les périodes de décadence, on pourrait tous être déprimés. On peut dire que ça, c'est une conception plus tragique de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas linéaire. Tout est déjà, Oui, n'est pas linéaire. Il y a des grands moments qui succèdent des moments plus tristes et plus ennuyeux. Je sais pas. L'histoire, c'est un peu comme un jeu de loi, retour à la case départ, mais à un autre niveau, peut-être. Oui, mais parce que les êtres humains restent les mêmes. Alors, on peut bien aller dans l'espace puis aller sur Internet. Mais attendez une seconde. Moi, je veux revenir un petit peu au Québec. Il y a eu deux conceptions de l'enseignement de l'histoire. Celle de 2006, dont on parlait au début, qui est davantage histoire sociale et culturelle. Et ensuite, le projet du Parti québécois, qui est encore en friche. Mais au Québec, on semble extrêmement ambigu. On veut affirmer quelque chose, on se rétracte, etc. Et ça a été d'ailleurs reflété dans la réaction médiatique il y a ici une concurrence. En rapport avec ce que le PQ disait. L'histoire est créatrice de légitimité politique. Soyons honnêtes. Oui, mais je reviens au Québec. Oui, mais non, croyez-moi, j'y arrive. L'histoire est créatrice de légitimité politique. Donc, au Québec, on a une attention très particulière à ce qu'on pourrait appeler l'instrumentalisation politique de l'histoire. Les fédéralistes ont souvent l'impression que raconter l'histoire, c'est finalement tricoter un récit pour les souverainistes, et quelques souverainistes vont inversement, on peut s'imaginer... Même chose pour les fédéralistes. Oui, ben voilà. Mais ce qui m'intéresse à travers ça, de voir s'il est possible d'en arriver à une histoire nationale, une histoire politique qui ne soit pas facilement, qu'on ne puisse pas facilement soupçonner justement d'instrumentalisation idéologique. Mais est-ce qu'on peut quand même, il y a quand même des niveaux de réalité différents, voilà, parce que moi je crois fédéraliste, souverainiste, mais il y a quand même une réalité qui dépasse. Mais ça, c'est quand je parlais tantôt du constructivisme. Le réel n'est pas que discours. Non. Il y a justement des événements, il y a des grandes dates, il y a des institutions, il y a des bases factuelles. Les faits ne sont pas
de pure construction mentale. Oui, mais il y a quand même, je le disais en introduction de cette émission, c'est que le langage, qui contrôle le langage et le discours, a le pouvoir. Alors tout le monde, il y a un réel qui nous échappe tout le temps parce qu'on peut dire tout le temps une chose et le lendemain on dira autre chose sur ce même réel. Donc les fédéralistes et les souverainistes peuvent très bien s'écharper jusqu'à la fin des temps là-dessus. Bon, ben voyez, il y a eu, qu'est-ce que vous voulez, Wolfe est arrivé en septembre 59, 1759. Ah oui, il y a des dates, oui. Et il y a des dates. Mais là, tout le monde est d'accord sur les dates. Oui, mais attention. Alors, il s'est passé cet événement-là dans le contexte de la guerre de 7 ans. Wolfe était un homme de son époque, tout comme Montcalm était un produit de l'ancien régime français. Quand vous expliquez tout ça à un jeune de 15-16 ans, là, avant d'arriver aux interprétations de la conquête, puis aux écoles de Montréal, puis l'école de Laval, puis un tel s'est chicané, puis avant d'en arriver à ça, vous avez beaucoup de choses à expliquer. Beaucoup de choses. Et je pense factuel et neutre. Factuel et relativement neutre. Même chose pour les patriotes. Et ça, c'est absent, ça. Mais là, c'est le choix des dates. Alors, là, si on décide comme société de s'attarder à ces moments-là, c'est qu'on considère qu'ils trônent au milieu de notre mémoire collective, la conquête, les rébellions, l'infériorité économique des Canadiens français, qui annoncent la Révolution tranquille. Le choix de ces événements n'est pas anodin. Évidemment. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Ben, évidemment qu'ils sont pas anodins. En même temps, ils sont structurants pour comprendre. Oui, puis il faut éviter un certain relativisme. C'est-à-dire, j'en suis venu à me dire que dans le débat public, il faut éviter toujours de répondre à ces contradicteurs les plus enragés. Quelqu'un qui nous dira les faits historiques n'existent pas, la conquête n'est pas vraiment importante, les rébellions ça compte pas, le politique ne compte pas. J'en suis venu à me dire quelquefois, même si je ne suis pas toujours fidèle à cette intention, on peut pas répondre à tout le monde. Et quelqu'un qui vit dans une forme de nihilisme par rapport au réel, qu'ils vivent dans cet univers parallèle. Mais si c'est la majorité qui le fait, on peut quand même pas se taire. Justement, c'est ça le problème. Parce que je dirais. La majorité québécoise a une attente envers l'enseignement de l'histoire. Les biographies historiques, les livres historiques trouvent spontanément un public. Ça se vend bien, oui. Bien sûr que ça se vend bien. Le livre d'Éric Bédard, c'est particulièrement bien vendu. Le livre de Bastien, en ce moment, sur la Constitution, est un best-seller. Mes livres, normalement, se vendent pas si mal et parlent de la condition politique québécoise. Il y a un public pour ça. Mais le système d'éducation aujourd'hui au Québec est un des endroits les plus imperméables à ce désir légitime de connaissance humaniste. On dirait que le système d'éducation ici fonctionne un peu comme le clergé d'antan. Ah ben oui. On a nos dogmes, on a notre clergé, on a tout un truc un peu séparé de la population. Je dirais un certain mépris du sens commun quelquefois. Ce que j'appelle à l'occasion la parcœurophobie. La quoi? La parcœurophobie. C'est-à-dire on nous dit faut pas apprendre des choses par cœur. Ça c'est pas que québécois, c'est partout comme ça. Non mais au Québec il y a une singularité par le ministère de l'Éducation. On nous dit pas de date, pas d'événement, les grandes interprétations, les grands processus. Et finalement, on se retrouve avec des étudiants à qui on enseigne la troisième strate d'interprétation des événements, alors que l'événement lui-même manque. Quelle est la troisième strate? Lorsque j'entends parler les grands processus historiques de la modernité et tout ça, mais les faits élémentaires manquent. Oui, parce que justement, à cause de ce constructivisme radical, tout est construit, tout est imaginaire, rien n'est réel. Donc, donc l'histoire n'est qu'une forme un peu plus sophistiquée du roman. J'ai bien compris tout ça, Éric Bédard et Mathieu Bocoté, mais j'ai l'impression que le problème est beaucoup plus général au Québec, c'est-à-dire que les élites, cette fois-ci technocratiques ou expertocratiques, si vous voulez, on dirait qu'elles ont honte du peuple et elles veulent le réformer tout le temps. L'Église catholique a voulu faire ça il y a 50, 100 ans et elle a fait très peu de pastoral. Elle a imposé beaucoup de choses, pour le meilleur et pour le pire. On dirait qu'on a le même problème, encore une fois, qui se répercute en histoire. On veut réformer un peuple qu'on pense ignorant, qu'on pense qu'il ne sait rien et qui ne va rien apprendre. C'est drôle parce que dans Recours aux sources, j'ai un chapitre qui porte sur Pierre Angers. Oui. Pierre Angers, qui était un personnaliste chrétien, disons de la gauche de l'Église à ce moment-là, qui a été un des architectes de la pensée pédagogiste d'aujourd'hui. Donc, il est passé de cette gauche catholique à cette gauche technocratique, en effet, qui juge que le peuple, il faut complètement revoir notre façon d'enseigner, complètement. Et aussi cette idée qu'il n'y a pas de réel, donc il faut apprendre à apprendre. Moi, je sais, j'ai fait 1 an en sciences de l'éducation et je me souviens que c'était le discours qu'on nous serinait. Moi, j'arrivais avec mes illusions de grands passionnés d'histoire et on me disait non, tout ça, c'est pas important. Ils peuvent trouver ça sur Internet ou ils peuvent trouver ça dans les livres facilement. Il faut que tu leur apprennes à apprendre. Ouais, donc, le contenu comme tel, et ça, c'est toute la dimension instrumentale de la connaissance. Vous avez ça en communication.
Donc, on dit aux gens, il ne faut pas se former en Sciences Po, en sociaux, en histoire, il faut se former en communication pour savoir communiquer. Vous avez ça en management. Oui. Hein, il ne faut pas savoir comment fonctionne une vraie entreprise de soutien-gorge. Là. Il faut apprendre à gérer des entreprises, peu importe lesquelles, du CLSC jusqu'au Cannes de Bin. Oui. Et en sciences d'éducation, même chose. Donc, on peut enseigner n'importe quoi. Je dirais quelque chose aussi, c'est le signe, on dit apprendre à apprendre et éviter de transmettre des contenus que l'on dirait encyclopédiques, avec une forme de dédain. Ça en dit beaucoup par ailleurs sur l'espèce de faille intime québécoise, la peur de transmettre quelque chose de contenu. Avons-nous assez confiance comme société en certaines valeurs, en certains contenus culturels, en certains idéaux, en certaines matières et disciplines pour les transmettre en disant du professeur à l'enfant, tu as besoin de ça pour participer à notre monde. Donc non, la connaissance ne consiste pas simplement à te donner des outils pour que tu partes dans la construction personnelle de ton savoir. La société t'impose, dans un rapport d'autorité, cette culture que tu dois acquérir pour évoluer en société. Écoutez, attendez une seconde, ça me rappelle ce que vous dites, une phrase du frère Untel dans Les Insolences du frère Untel. Et il disait, quelque part dans son bouquin, « Le Canada français, drame de l'expression ». J'ai l'impression que ça résume en hyper dense tout ce que vous racontez. On n'a pas accès à nos symboles. Les immigrants disent qu'on n'a pas accès à notre histoire. Est-ce que cela est juste? Vous parlez à un certain niveau, mais j'ai l'impression que le problème est encore plus profond ici. Répétez-moi la phrase du frère Untel. Le Canada français, drame de l'expression. Bon, lui disait, parce qu'on écrivait mal, on parlait mal, mais on peut aller beaucoup plus profondément que ce que vous racontez, il me semble, qui est fort pertinent du reste, mais il me semble que si on ramasse tout ce que vous dites, c'est que c'est notre rapport au langage, notre rapport à notre expression et à ce que véhicule notre discours qui est toujours bancal. Et ça se traduit dans plusieurs domaines, et notamment dans l'histoire. Je dirais que c'est peut-être notre rapport aussi à la civilisation. C'est-à-dire, le Québec a connecté pendant longtemps la civilisation occidentale à travers la médiation catholique. Oui. Et mais en surface. Oui, mais il y avait néanmoins à travers cette médiation catholique ça nous a donné accès aux œuvres, qu'on peut penser aux grands écrivains catholiques. Oui, mais toujours en surface, c'est ça le problème. D'accord, mais à tout le moins, il y avait des œuvres. C'était peut-être pas une appropriation intime, mais il y avait cette référence aux œuvres. Oui. Aujourd'hui, en fait, depuis la Révolution tranquille, qui par ailleurs n'est pas à diaboliser d'aucune manière, ce rapport à une partie de l'héritage fondateur du Québec, on peut penser par exemple aux humanités. Argument a consacré un très beau dossier récemment à la question de la culture générale, et à l'intérieur, on faisait référence aux humanités classiques formatrices de notre culture. Un autre best-seller, hein? Oui, absolument, oui. Alors, meilleur numéro. Ce qui m'intéresse ici, c'est une civilisation une société qui se déconnecte de son héritage de civilisation. On peut penser ici au Québec, par exemple, aux humanités grecques et latines, à la culture française, à la littérature française. Nous sommes assis ici sur un trésor universel incroyable, la littérature française, par laquelle, si nous nous réconcilions avec elle, on pourrait véritablement, améliorer notre rapport aux Français de manière très instrumentale. On se sentirait écrasé par ça, c'est ça la peur. Oui, mais on se sentirait écrasé, mais ce qu'on ne comprend pas, encore une fois, je le dis, c'est que dans une société de l'aplatissement égalitaire, de l'horizontalité à tout prix, on refuse l'idée qu'il faut se tourner vers plus grand que soi pour se grandir soi-même. Alors, le système d'éducation est-il encore capable aujourd'hui de porter cette verticalité, de porter cette culture à transmettre? Est-il capable lui-même de se connecter à ses œuvres civilisatrices? Autre question encore plus profonde, si vous voulez. Est-ce que les Québécois ont les enzymes nécessaires pour métaboliser l'excellence qui pourrait leur venir de l'extérieur et même d'ici même? J'ai une image très physiologique. Est-ce que notre estomac culturel, spirituel, a assez d'enzymes pour pouvoir avaler, mâchonner, mastiquer, ruminer et québéciser ce bagage étranger? Je vois pas de raison pour que ce soit pas le cas. Mais il faudrait encore l'offrir et avoir ces standards, cette exigence. Je pense qu'on avait dans les collèges classiques, sans vouloir idéaliser, qu'on avait quand même dans les collèges classiques, même si je sais bien que c'était qu'une petite minorité qui avait accès à ce haut savoir. Mais je me souviens de la formule d'un sociologue qui disait que, à certains égards, la Révolution tranquille, c'était, au lieu d'être champagne pour tous, c'était champagne pour personne. Donc, nous allons égaliser les conditions. Au lieu de dire nous allons étendre cette haute culture à tous, nous allons tout simplement l'abolir et de cette façon, il y aura une vraie égalité. Et même pas de baby duck pour tout le monde. Éric Bédard, on a quelques minutes malheureusement avant la fin de l'émission. Vous êtes membre de la Coalition pour l'Histoire. Oui.
En êtes-vous membre, Mathieu, aussi? Oui, un des fondateurs. Un fondateur aussi, un des fondateurs. C'est quoi cette coalition? Alors, c'est une coalition qui, dans le fond, on est à l'ère du lobbying. Alors, on fait la promotion de l'histoire à tous les échelons d'enseignement. Oui. On réclame une politique de commémoration. Je vous rappelle que c'est né, cette coalition, au moment où il y avait ces débats sur les commémorations de 250e de la plaine d'Abraham, 400e de Québec, et où il y a eu ce programme d'histoire en 2006. Donc, on s'est dit, quelle plateforme on pourrait proposer? Donc, nous avons des propositions au niveau secondaire, au niveau collégial, un cours obligatoire, au niveau universitaire. Moi, j'avais fait un rapport qui avait été décrié par mes collègues, mais qui faisait valoir que, justement, l'histoire politico-nationale... Ça vous rend sympathique. Mais j'aimerais... L'histoire politique et nationale était négligée à l'université, et nous réclamons une politique des commémorations. Moi, j'aimerais dire du bien d'Éric Bédard, si on me permet. Je vous laisse tout le temps que vous voulez. Est-ce qu'on est à le micro? Oui, non. C'est public, hein? Oui, bien sûr. Alors, on discute beaucoup, et on en discute autour de cette table, et c'est nécessaire de la bonne manière d'enseigner l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire? De quelle manière ça s'approprie l'histoire? Moi aussi, j'imagine. Bien sûr. Mais Éric Bédard, qui est un historien, s'est dépris, à tout le moins une année et demie, de ces controverses de comment écrire l'histoire. Il s'est dit, je vais faire tout, je vais l'écrire simplement. Je vais prendre ma plume et je vais pas théoriser sur la belle manière d'écrire l'histoire, ce qu'il a déjà fait par ailleurs d'excellente manière. Il a écrit, dans son Histoire du Québec pour les nuls, une synthèse. Il a livré son interprétation documentée, fondée sur les archives, de l'histoire du Québec. Et me semble-t-il que nous sommes rendus à cette étape. Au-delà de l'éternelle théorisation sur la bonne manière d'écrire l'histoire, Éric Bédard a pris la plume et il a proposé il a remanié, tout en le fondant sur le réel et sur les faits et sur les archives, l'histoire du Québec telle qu'on peut se la raconter, chacun peut se l'approprier. Et je note, soit dit en passant, que c'est un succès de librairie, ce qui nous dit une chose. Lorsqu'on propose aux Québécois leur histoire, lorsqu'elle répond aux exigences de la pertinence et de la vérité, il y a un public qui veut justement approfondir sa connaissance historique. Voulez-vous renvoyer l'ascenseur, Éric, ou pas? Ce serait trop long. J'aurais beaucoup de belles choses à dire de Mathieu, mais il nous a certainement éveillés sur toutes ces questions, sur le plan plus théorique, mais aussi par ses chroniques. Alors écoutez, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, vous me prenez de court. On fera une autre émission à 3 si vous voulez bien. Alors, Coalition pour l'Histoire, c'est coalitionhistoire.org, c'est ça? Oui, www.coalitionpourl'histoire.org, je crois, oui. Okay, mais de toute façon, sur Google, vous allez trouver très facilement. On trouve tout sur Google, c'est la CIA des gouvernés. Même un ami, figurez-vous. Éric Bédard, vous êtes historien et professeur à la Téléuniversité. Mathieu Bocoté, sociologue et chroniqueur dans beaucoup d'émissions, dont la mienne. Je vous remercie infiniment pour cette table ronde sur l'enseignement de l'histoire au Québec, un sujet jamais épuisé, passionnant, désespérant quelquefois. Merci infiniment. Au plaisir.